Chers amis, chers prescripteurs, chères prescriptrices, bienvenue à la prescription avec Dr Fred Lambert. Tout d'abord, je vous invite à aller sur notre page iTunes, Balado Podcast, et écoutez, donner quelques petites étoiles, liker, commenter, ne soyez pas gênés, ça nous fait tellement plaisir de vous lire. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer quelque chose de différent, une suggestion pour aborder le type d'invité que je reçois aujourd'hui, c'est-à-dire une artiste visuelle. Et dans les mots artiste et visuel, il y a le mot visuel que je trouve relativement important. Alors pourquoi ne pas dorénavant, chaque fois, aller immédiatement sur les sites Internet de ces gens fascinants afin de vous rincer l'œil convenablement? C'est une bonne idée, non? Et après, vous pouvez, ou avant, écouter l'émission. Ça, c'est à votre guise. Alors, voici les infos de mon invité. Aujourd'hui, c'est Myriam Dion. Allez consulter sa page Instagram, RYRIAM espace DION, ou encore sur son site officiel myriamdion en un seul mot.com. Aussi, pour acheter l'une de ses œuvres, consultez le site de Blouin Division, galériste. Ce sont ses représentants. Maintenant, voici la présentation officielle digne de ce podcast de Myriam Dion. Myriam Dion est une artiste visuelle québécoise connue pour ses œuvres en papier journaux découpés. Elle est titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise en arts visuels et médiatiques de l'Université du Québec à Montréal. Elle est la lauréate de la 25e édition du prix Pierre Ayotte en 2021. Son travail se retrouve au sein de nombreuses collections privées et publiques, dont la collection du Musée d'art contemporain de Montréal et la collection du Musée national des beaux-arts du Québec. Myriam a été désignée lauréate du concours d'art public lancé par la Ville de Montréal pour l'intégration d'une œuvre d'art à l'entrée nord du parc Sir Wilfrid Laurier, intitulée Fontaine. Elle est constituée de 3 sculptures installées sur une des 3 portions du terrain plein végétalisé. Voici mon entretien avec Myriam Dion. Écoute, je suis très, très content. Premièrement, avant d'aller avec toutes les 1001 questions que je vais avoir pour toi aujourd'hui, je tiens à te féliciter avec du retard pour le prix Pierre Ayotte. C'est quand même un bel honneur que tu as reçu. Tu es peut-être je pensais ça, peut-être une des plus jeunes à avoir reçu ce prix-là, non? Merci beaucoup. Écoute, je sais pas quel âge avaient les autres artistes, mais je me considère assez chanceuse, là, sincèrement, d'avoir reçu ce prix-là. Là. Et pour ceux qui peuvent essayer de comprendre ce prix-là, il a été décerné dernièrement à la foire de papier. Exactement. De Montréal. Et durant cette foire-là, au fond, moi, comme admirateur, parce que j'y vais fréquemment, presque à chaque année, c'est le fameux moment où est-ce que les galeries et les représentants d'artistes se présentent et font comme un best-of, si on peut ainsi dire, de leurs artistes. Et là, bon, les gens peuvent aller on peut vraiment, c'est comme, on peut aller admirer, prendre un billet puis aller admirer les œuvres. Et évidemment, il y a des acheteurs qui sont présents, qui sont là pour acquérir des belles œuvres. Et c'est à ce moment-là qu'on a offert ton prix. C'est bien ça? C'est exactement ça. En fait, c'était la 25e édition du prix Pierre Ayotte cette année. Donc, je pense qu'ils ont fait comme une espèce d'événement spécial avec la GAC. Puis, c'était aussi le 30e du prix Louis Comtois qui s'adresse à des artistes qui sont comme plus en mi-carrière, on va dire, qui sont déjà très, très établis. Donc, ils ont comme fusionné les deux événements ensemble pour faire, quelque chose d'un petit peu plus spécial, je pense. Puis, il y avait un kiosque aussi dédié aux finalistes qui étaient Philippe et Samuel. Donc, voilà.
Ah, bien, écoute, puis je me souviens que quand c'était sorti, je t'avais écrit tout de suite sur les réseaux sociaux pour te féliciter, puis j'ai dit, ça sûrement que ça va aider un peu les ventes de tes œuvres, et tu me dis rapidement, tout a été vendu ce jour-là. Quand même, c'est pas n'importe quoi, là, c'est cool au bout. Oui. Mais il en reste un peu encore, parce que ton représentant, c'est Galerie Blouin Division. Blouin Division, oui, depuis maintenant 8 ans, là, depuis que j'ai fini ma maîtrise, en fait, en art visuel, donc ça passe vite, là, mais oui, j'avais fait mon show de fin de maîtrise avec eux, donc c'est là que ça a commencé, notre collaboration ensemble. Excellent. Écoute, on va tout de suite aller dans le vif du sujet, parce que quand j'ai vu tes œuvres, j'ai vraiment eu une impression forte, et je m'étais dit, wow, OK, c'est toujours drôle, puis on veut pas aller là, on veut pas aller dans la comparaison, mais tout le monde le fait. Je veux dire, c'est plus fort que nous, surtout pour les amateurs, quand on en regarde, on fait, ça me rappelle ça me rappelle ci, bon. Et dans ton cas, je m'étais dit, ça me rappelle pas grand-chose. Puis je m'étais dit, OK, c'est vraiment quelque chose d'unique. C'est vraiment du matériel unique. Dernièrement, j'avais fait une entrevue avec Caroline Monet, justement, où est-ce qu'on parlait de matériel, de matériaux. Cette espèce de quête importante et étrange de trouver ces objets dans lesquels tu vas trouver ta signature et dans lesquels tu vas réussir à prendre cette pâte à modeler-là puis lui donner toutes les formes et toute l'expression que tu es capable de faire. Et dans ton cas, c'est vraiment le mélange de deux arts qui se rencontrent. C'est, comment je pourrais dire, le découpage papier et la broderie, mais je pense que je le dis même pas assez bien. Comment tu pourrais t'auto-décrire là-dessus? Écoute, même moi, ça change là, d'année en année, comme la façon que j'essaie d'expliquer, de décrire mon travail. C'est drôle d'en parler à la radio, justement. À la radio, dans un podcast, parce que c'est quelque chose qui est tellement visuel, là, mon travail. C'est l'art visuel, mais c'est vraiment un travail qui s'apprécie avec le regard. Mais fais-toi-en pas, parce que pour nos auditeurs, juste avant qu'ils écoutent cette conversation, je fais une petite présentation de toi, puis je leur dis vraiment quoi aller voir, tous les sites, tout ça, comme ça, les gens peuvent nous écouter et admirer en même temps. C'est un peu ça l'expérience. Donc, ils sont en train de regarder tout ça. Donc, tu peux décrire. Vas-y. Donc, oui, donc je dirais que le matériau de base, dans le fond, que j'utilise, c'est le papier journal. Donc, ensuite de ça, j'utilise un tout petit papier, un tapis de coupe qu'on appelle, dans le fond. OK. Je dépose le journal là-dessus, puis j'utilise un couteau X-Acto. Puis j'ai besoin d'une bonne lumière, une table de travail. Donc, mes outils de travail sont super simples. Oui. Très, très basiques. Puis, je découpe, j'ajoure, dans le fond, le journal avec ce couteau X-Acto. Dans lequel, justement, c'est quoi? C'est le papier que tu utilises? C'est quoi? C'est un papier japonais ou c'est quelle sorte de papier que tu prends? Ensuite, j'ajoute du papier japonais pour ajouter de la couleur en dessous du papier journal. Puis, j'ajoute aussi des tissages de papier japonais. Donc, il y a comme plusieurs techniques qui s'ajoutent. En fait, au cours des années, j'ai complexifié mon approche. J'ai voulu rendre le journal de plus en plus textile, de plus en plus complexifier la matière. Donc, je dessine aussi maintenant sur le papier journal. C'est nouveau dans ma pratique, peut-être depuis 1 an ou 2. Donc, c'est ça. Il y a plusieurs techniques, dans le fond, qui se juxtaposent puis qui transforment complètement l'objet de base qui est le papier journal. Qui est le papier journal. Et dans lequel, et là, finalement, c'est ça, c'est le truc, c'est la broderie qui est aussi un peu ta signature qu'on ne voit pas dans grand-chose auparavant. Ça, de la broderie... Écoute, moi, ça me fait un peu rire parce que je trouve ça beau, je trouve ça élégant. Je sais c'est quoi, je sais comment c'est long parce que j'ai ma mère et mes tantes qui sont des fans de broderie, mais pas nécessairement le type de broderie que tu fais, mais d'autres styles. Puis je sais que c'est un travail de minutie hallucinant. Ça va m'amener justement à parler peut-être un peu de ta jeunesse puis savoir ça vient d'où, toutes ces idées-là. Je comprends qu'on va t'es venu à l'UQAM, t'as étudié, t'as fait ton bac, ta maîtrise. Et évidemment, ils vous font faire vos classes. Vous avez comme des exercices à faire de différents styles, tout ça. Mais ce que tu proposes, c'est pas un exercice de classe vraiment. Non. En fait, si je peux revenir un peu sur ce que tu disais, tu sais, il n'y a pas de broderie comme en tant que telle. Ça s'apparente visuellement beaucoup à la broderie. On dirait une sorte de dentelle. C'est très, très féminin, très délicat. Mais c'est ça le jeu, dans le fond. C'est comme mon plaisir, c'est de faire croire quelque chose un peu aux spectateurs. C'est drôle parce que j'avais une prof à l'UQAM qui était Monique Richimbal-Zébert qui disait que les artistes, c'est des bons menteurs, en fait. C'est que les artistes sont bons pour faire croire. On essaie
donner l'illusion de... Puis c'est là que moi, mon plaisir se fait, tu sais. C'est là où, vraiment, dans l'atelier, où j'ai du fun, tu sais, où ce que j'essaie de transformer le papier en une dentelle, justement, en une broderie, mais c'est pas ça. C'est quelque chose de super cheap, en fait, le journal, tu sais, ça coûte... Oui. un matériel vraiment, vraiment pas dispendieux pour moi, tu sais, puis j'essaie vraiment d'en faire quelque chose de précieux, de très, très délicat, de très fragile, donc c'est sûr que... Mais quand tu dis que ce n'est pas de la broderie, mais quand même, il y a quand même cette illusion, on peut dire ça ainsi. Comment tu réussis à l'achever? C'est vraiment simplement à l'exacto? C'est tout à l'exacto, Non. donc... ouais. OK, moi, honnêtement, je pensais que tu juxtaposais aussi des formes de broderie par-dessus et que tu réussis à faire un genre de... Pas Écoute, bricolage, parce que l'illusion est bonne, là. Et ça me fait tellement plaisir que c'est ça. Tant mieux, l'illusion est réussie, donc... Non, mais puis moi, je les ai vus en vrai, en plus, puis j'étais persuadé que c'était... Je me suis dit... non, il y avait certains moments, je voyais le découpage. Il y a des trucs, on voit le découpage. Ouais. Mais il y a des trucs, je me disais, ah, OK, non, elle a essayé un motif. Je parle de broderie parce que... C'est quoi que ma mère a fait encore? C'est de la broderie norvégienne? OK. Les broderies... Ah, mon Dieu... des pays du Nord, je me souviens plus, mais c'est comme un type, je reconnaissais ces espèces de motifs-là. Je me dis, elle a dû faire des classes avec sa mère quand elle était jeune, ou je sais pas trop. Donc, non, pas du tout, au fond, c'est juste... Pas du tout, c'est que du papier. Il y a du tissage de papier, comme je Ouais, viens du percer le tissage. papier, je viens passer des petites languettes à l'intérieur des plis, mais c'est ça, c'est comme c'est vraiment une illusion, dans le fond, un travail de finesse, puis de... Ben, c'est un travail d'illusion, c'est un travail... justement, où est-ce que tu rajoutes de la beauté, un travail de mensonge, si on peut ainsi dire. Moi, j'aime bien ça, je vais m'en souvenir de cette phrase-là. Mais il y a aussi un travail de remanier la réalité, parce que ce sont des faits journalistiques que tu utilises. Bon, pour ceux qui peuvent aller observer un peu les œuvres, vous allez reconnaître rapidement des fois que ce soit Le Devoir ou La Gazette ou La Presse ou des gros titres d'événements importants, connus, qui finalement sont souvent au centre de l'œuvre et alentour, justement, il y a de la beauté ou quelque chose qui va peut-être grincer un peu par rapport à la nouvelle, qui va essayer d'avoir un autre reflet. Mais cette recherche de papier-là me semble un peu... Tu dis, ouais, c'est un matériel, c'est très simple, c'est simple comme tout, c'est du papier, nanana. Mais aujourd'hui, avec l'ère numérique, ce papier-là commence à ne plus exister. Hein, donc là, c'est un travail d'archive que tu fais, là. Oui, tantôt quand je te disais que c'est un matériel qui est cheap, je parlais de la qualité du papier Ouais, en tant que ouais. tel. On s'entend parce que le journal en soi, c'est un matériel qui est très, très riche. C'est un Ouais. matériel qui justement me permet, chaque fois que je choisis un journal, de me documenter sur la nouvelle que je choisis d'investir. Donc, c'est une recherche constante. C'est une façon pour moi d'apprendre, d'articuler ma démarche, d'avoir une... Mais bêtement, es-tu abonné à des journaux? Ben, pour revenir un peu à ce que tu disais par rapport à l'origine de ma pratique, peut-être, Ouais. tu sais, mes parents ont été abonnés à la presse toute leur vie. J'ai eu des grands-parents qui étaient abonnés au Devoir. C'est des objets qui ont été dans mon quotidien depuis que je suis toute petite, tu sais. Mm-hmm. Puis, c'est comme si, à côté de chez moi aussi, mon premier appartement à Montréal, c'était juste à côté de Multimag Magazine. Donc, j'avais accès à une panoplie de journaux facilement. Donc, c'est ça, c'est... Donc, tu avais toujours le nez un peu dedans, mais est-ce que tu faisais déjà des découpages de journaux quand tu étais jeune? Est-ce que tu t'amusais à les jouer là-dedans un peu? Ben, en fait, ma mère était enseignante en maternelle, puis mon père, c'est un architecte. Donc, on avait quand même une maison qui était pleine de crayons, on va dire, pleine d'outils, de trucs de bricolage. Tu sais, mon père ramenait des grandes feuilles d'architecture, des anciens plans, on pouvait dessiner là-dessus. Donc, je pense que depuis mon enfance, j'ai été encouragée quand même. J'ai baigné dans un univers qui était comme assez créatif. Une maison avec beaucoup d'objets, beaucoup de souvenirs, beaucoup de textiles aussi. Tu sais, des tapis, des rideaux avec des motifs. C'est des choses qui étaient comme... que j'ai remarqué beaucoup, je pense, pendant mon enfance, mais qui étaient comme précieuses pour moi aussi. Puis je pense que ça m'est resté, tu sais. Oui. Puis c'est un univers aussi qui est quelque part un peu réconfortant, je trouve, le journal. Parce que le journal, c'est une expérience évidemment individuelle. Je veux dire, on prend le journal, on le lit seul. Peut-être qu'il y en a qui lisent à deux, je sais pas. Là, mais on le lit seul, puis il y a cette espèce d'immense fait qui est présenté, puis là, dans lequel on doit essayer de
se définir à travers ça. Qu'est-ce que je pense de cette histoire-là qui est racontée et tout ça? Et ça m'amène à parler de politique, parce qu'il y a quelque chose de politique maintenant dans tes œuvres. Il y a le choix des articles, ça définit des choses. Je veux dire, rapidement, quand on regarde certains de tes œuvres, on peut dire qu'il y a un regard féministe par moment, il y a un regard aussi racial, si je peux dire ainsi, sur les injustices et tout ça. Est-ce que ça a toujours été comme ça la pratique, ou c'est par changement de voie, ou c'est justement par l'air du temps que tu diriges tes choix éditoriaux? Non, ça a quand même beaucoup évolué. Je dirais qu'au début, mon choix pour le papier journal, c'était vraiment une espèce d'économie de moyens. Tu sais, j'étais au bac, puis j'avais pas beaucoup de moyens, puis je me disais, bon, avec quoi je peux travailler, qu'est-ce que je pourrais utiliser, puis les profs nous encourageaient à acheter des bons papiers, tu sais, de qualité pour faire nos dessins, c'est sûr. Mais c'est ça, il est arrivé un moment où il fallait faire un projet de fin de bac, puis j'avais déjà connu le travail de Ed Pienne à l'époque, qui est un artiste référence pour moi. Ah, t'es sérieuse? Ah oui, vraiment. OK, ça, je suis content de l'entendre. J'adore le travail de Ed Pienne. Ah, ben là, ça, c'est quelque chose on est deux. C'est quelque chose qui me fascine, puis j'ai souvent, et un peu trop souvent, traîné à la galerie de François. Attends, comment elle s'appelle, sa galerie en entier? C'est son nom? C'est quoi? C'est sur Rachel? Oui, c'est sur Rachel, juste en face de la banquise. En face de la banquise. Il est un petit bijou de place. Ah, c'est beau. Et souvent, c'est là, si vous êtes intéressé à Ed Pienne, premièrement, allez voir c'est qui Ed Pienne, allez voir ses œuvres. Il y avait une magnifique exposition il y a longtemps à la Poste. Et si vous êtes intéressé à vous acheter du Ed Pienne, il faut aller à cet endroit. Et la première fois que j'étais allé, on m'avait montré un paquet de trucs. Puis c'est vraiment l'économie de moyens. Dans son cas, c'est la même chose. Je veux dire, ce sont des petites feuilles, 8,5 par 11, qu'il prenait et qui commencent un dessin, qui colle une après à côté de l'autre, et ça forme. Ah, c'est incroyable. L'œuvre, c'est quand même quelque chose d'assez fou. Puis le résultat final est toujours très émouvant, dans lequel il cache tellement de personnages et de... moi, j'adore son travail. Donc ça, c'était une de tes inspirations. Oui, vraiment. C'est un artiste qui a eu beaucoup d'impact pour moi, en fait. Je dirais comme par rapport à mon langage visuel. Donc, je me suis dit, bon, comment je pourrais essayer de me rapprocher. Tu sais, on apprend beaucoup quand on est au bac, en imitant, s'inspirant de. Donc, j'ai essayé, dans les papiers journaux, de faire une espèce de Ed Pienne de moi-même. Pour vrai? Au début, là? Au début, okay. Les balbutiements de ma pratique, je dirais. Puis, c'était un peu un accident parce qu'au début, je voulais travailler dans du beau papier. Ben oui. Donc, j'avais mis des papiers journaux en dessous du beau papier pour pas abîmer la table sur laquelle je découpais. Oh, yeah. Puis, quand j'ai retiré la feuille, je me suis dit, mais en fait, c'est beaucoup plus intéressant dans les journaux parce que sur les journaux, il y a de l'information. C'est pas une page blanche. Il y a des choses qui apparaissent, des choses qui disparaissent. Il y a des couleurs. Donc, à ce moment-là, il n'y avait pas du tout d'intérêt pour ce qui était la portion plus politique. Okay? C'était vraiment quelque chose qui était plus formel. Une approche du motif, du pattern, des trouées. Je trouvais ça intéressant, le fait d'ajourer, de laisser passer la lumière. Ajourer, c'est ça, c'est laisser passer le jour à travers. Donc, je mettais ça devant des fenêtres, c'était comme des vitraux. Il y avait comme quelque chose de beaucoup plus installatif, de beaucoup plus éphémère aussi. C'était des installations que je jetais, que je mettais au recyclage. Ah oui, OK. Oui, après une fois que c'était exposé. Donc, ça a commencé comme ça. Puis ensuite, quand j'ai commencé la maîtrise, j'ai été quand même confrontée à cet aspect-là qui était comme, on va dire, que visuel. T'sais, mon approche au début était très, très dans la beauté ou dans comme le geste. Puis j'ai été comme un peu confrontée au fait que, dans le fond, ça manquait peut-être un peu de substance, tu sais, tout ça, qu'il fallait peut-être plus s'intéresser au journal en tant que tel, de se questionner justement sur l'aspect politique, sur cet objet-là aussi qui est en voie de disparition. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique, en fait, de travailler même avec un aspect qui est un objet qui est un objet de communication sociale. C'est le travail des journalistes aussi que ça implique. Donc, toute cette dimension-là m'a comme happée.
Puis j'ai commencé à inclure ça dans ma pratique, puis à être beaucoup plus sélective par rapport aux articles que je choisis, puis aux images, aux textes que je laisse dans mes œuvres ou pas. Donc ça s'est développé comme ça tranquillement, puis ça s'est complexifié pendant mes études supérieures. Mais quand tu dis que tu as été confronté à ça, qui t'a confronté? Des professeurs, des mentors ou... Ben, ma découverte, je te dirais, des arts en général, d'une façon plus profonde aussi, de d'autres artistes, du travail, oui, aussi des professeurs, des étudiants à la maîtrise, par rapport à moi-même aussi, tu sais, si je voulais continuer en art ou pas, puis comment ça allait se transformer, mon approche, comment je pouvais pousser ça plus loin. Donc, c'est un mélange de plein de choses. Wow, en effet, c'est ça, c'est plusieurs facteurs. Parce que tu as même eu des hésitations pour un instant d'aller en art? Non, je pense que... La vocation était là? Ouais, je pense que ça a toujours été vraiment assez clair là, pour moi que c'était pas un passe-temps, tu sais, puis que je me voyais pas trop ailleurs, tu sais, même aujourd'hui. Ben oui. Je me dis que je vis un peu un rêve, là, en ce moment, puis que je me... tu as de la misère à y croire? Ouais, vraiment, là. Je me rends compte que je suis vraiment privilégiée, tu sais, d'avoir une bonne galerie, puis d'être bien accompagnée. Ah, puis attends, quand tu dis bonne galerie, la meilleure des galeries, je trouve, quelque part. Non, mais quelque part, parce que ce sont des gens... ouverts d'esprit, qui ont une sélection d'artistes. C'est ça qui est assez formidable. Il n'y a personne qui se ressemble. Il n'y a personne qui se ressemble dans toute la galerie. Tout le monde a un ton complètement différent et qui est à propos. Moi, je trouve ça toujours intéressant d'aller sur leur site et juste fouiller, regarder un peu. C'est vraiment, c'est plaisant, mais je pense que tu es à la bonne place, clairement, avec eux. Je suis d'accord. Donc, ces journaux-là, oui, donc, moi, je trouvais ça, bon, le travail, la première chose que je m'étais dit, bon, je trouvais ça beau, mais je me suis dit, c'est certain que pour arriver au résultat final que Myriam a accompli, c'est un immense travail de solitude. Moi, c'est sûr, cette solitude-là, à chaque fois, elle me frappe beaucoup parce que justement, je connais d'autres artistes qui ont des équipes de travail, qui vont travailler peut-être à 2, 3, même des fois 4, 5 pour des installations ou même pour des petits formats où est-ce que c'est de la collaboration. Dans ce cas-ci, je n'arrivais pas à avoir de collaboration. C'est vraiment toi, seul devant ton pupitre, en train de faire ça. C'est pas difficile, ça? Non, je pense que ça va bien avec mon tempérament, en fait. OK. Je pense que c'est vraiment... moi, ça me fait du bien de faire ça. Tu sais, c'est quand même fou, là, quand on y pense, tu sais, comme ce métier-là d'artiste, tu sais, comme de s'asseoir puis de produire des objets, tu sais, puis de travailler. C'est vraiment particulier, puis je me trouve super chanceuse, tu sais, de pouvoir prendre le temps. Mon atelier est chez moi, donc déjà là, il y a quelque chose de comme super rassurant, tu sais. Ouais. Je suis à la maison, je me fais mon café, je peux me faire à manger, j'ai une belle pièce double, une belle lumière, puis je peux travailler toute la journée comme ça, je fais des motifs, tu sais, c'est comme beaucoup de plaisir, là, quand même. C'est vrai que c'est très solitaire, mais je suis jamais vraiment seule dans la mesure où j'écoute vraiment beaucoup de podcasts, justement. Ouais. J'écoute beaucoup de musique. C'est une pratique qui me permet beaucoup de me nourrir, tu sais, puis de m'alimenter de toutes sortes d'autres choses. Des fois, des trucs un peu moins sérieux aussi, là, tu sais. Je peux écouter Netflix en même temps, là, comme quand c'est des sections qui sont plus répétitives puis que j'ai juste à répéter un même motif. Mais est-ce que ça veut dire que si tout d'un coup on vient chez toi par hasard, on ouvre la porte, on va voir des piles de journaux qui traînent Exactement. ici et là? OK. Parce que je lisais dans un article, une entrevue que tu avais donnée, tu étais allé à New York dernièrement, hein, d'ailleurs, je pense, pour une espèce de l'année passée. L'année passée pour une résidence, alors que là, c'était l'espèce de... c'était la folie. C'était la folie. Et dans cet article, tu parlais de cette... que tu avais décidé finalement de ne pas rester enfermé, de te promener, bref, de profiter de la ville, ce qu'il faut faire quand on va à New York, parce que si on profite, je veux dire, rester enfermé, ça n'a aucun sens. Et tu as décidé d'aller à la chasse. Tu es allé à la chasse aux idées. Et tu as trouvé des vieux journaux que tu as pu ramener. Mais comment tu trouves ça, ces trucs-là? Moi, c'est surtout ça. Comment on fait ces trouvailles-là? Parce que ça semble des documents, comme je disais encore auparavant, archives, ce qui est rare. Tu peux les emprunter, les regarder, les admirer, mais les acheter, c'est pas évident. Il y a encore, et là, je pense, et là, ça va m'amener après, par rapport à nos journaux ici, comment est-ce qu'on peut aller retrouver des vieux faits et se les procurer pour pouvoir le travailler? Ça, je ne comprends pas encore. En fait, moi aussi, j'ai été assez surprise de la facilité.
sent quand même, pour vrai, sur eBay, il y a beaucoup de choses, OK. surprenamment. Oui, on peut trouver quand même vraiment beaucoup de documents historiques qu'on peut se procurer, je te dirais, pour pas trop cher, parce que c'est des collectionneurs, en fait, de vieux papiers qui accumulent, puis qui ont comme des tonnes de papier. Même ici, au Collège Brébeuf, je sais pas, là, avec la pandémie, comment ça s'est passé les dernières années, mais il y a un salon de collectionneurs de vieux papiers annuellement. OK. Puis c'est comme un groupe de personnes qui se connaissent très bien, qui se rencontrent, qui apportent tout leur stock, en fait. Puis c'est beaucoup de cartes postales, des vieilles cartes, OK. des lettres, toutes sortes de documents sur papier, des archives, en fait. Mais donc, toi, tu te tiens un peu dans ces événements-là parce qu'il faut que tu trouves du matériel. Oui, il faut que je fouille. OK. Oui, donc c'est beaucoup de temps, mais c'est beaucoup de plaisir en même temps. Mais Puis c'est des vraiment belles rencontres. Ben, ça, j'en suis certain, parce que ces gens-là ont un attachement à ces objets-là aussi. Là. Donc, je veux dire, il y a ce truc-là de Brébeuf. Tu dis, il y a eBay. Y a-tu d'autres choses comme ça qu'on connaît pas, qui nous parlent, qui pourraient être des endroits intéressants à aller admirer? Ben, quand j'étais à New York, je suis tombée vraiment par hasard. Là, c'est comme une espèce de moment, une espèce de faille, là. Espace-temps, là, que je me dis, wow, je vais me rappeler de ça toute ma vie. Là. C'est une toute petite boutique à New York là, que j'ai découvert par hasard en passant devant parce qu'il y avait des très beaux livres à l'intérieur. C'est une vieille dame qui me... J'ai passé finalement tout mon après-midi à placoter avec elle, tu sais, qui, dans le fond, c'est une boutique de livres de cuisine, mais finalement, en parlant avec elle, elle m'a sorti des livres sur les jardins anciens en Italie, des jardins renaissants, des très vieilles lettres d'amour, des documents comme super sensibles, tu sais. Puis c'est des personnes qui sont tellement intéressantes parce qu'ils ont, comme tu dis, beaucoup d'histoires à raconter, donc... Oui, c'est ça. Mais donc, quand tu es allé à New York, tu as ramené du matériel, je présume? Quand même beaucoup. Et là, ça, c'est de côté pour ta production? Tu te les réserves? Oui, je me les réserve. En fait, là, ça va probablement servir pour les prochaines expositions à venir. OK. Oui, donc j'essaie de les regrouper un peu par catégorie des thématiques ou de pouvoir faire des dialogues intéressants entre deux nouvelles journaux ou entre plusieurs. Donc, c'est ça, je suis en train d'organiser ça dans mon atelier, puis de... Est-ce que c'est déjà arrivé sûrement, là, mais dans tes expérimentations de découpage, que là, tu fais, OK, là, ce journal-là, cet article-là, ça va tellement être bon, ça va être parfait. Et là, tu pars, puis là, il y a un mauvais coup de ciseau, ou l'idée fonctionne pas, puis tu fais, non, je peux pas croire que j'ai perdu cette idée-là en essayant de faire tel truc. Est-ce que c'est déjà arrivé? Oui, c'est déjà arrivé qu'il y a eu des accidents, des gros accidents même, je dirais, mais j'ai pu réparer. OK, ils ont été réparables. OK. Ouais, je fais comme des petits plasters là, en arrière de l'œuvre. J'essaie de faire ça, mais aussi délicatement que mon travail, dans le fond, mais c'est déjà arrivé. J'ai déjà échappé un café, j'ai déjà... OK, ce genre de... ce genre de gros accidents-là. Mais... ma pratique est tellement lente, en fait, que ça m'est jamais arrivé d'avoir un regret par rapport à la création en tant que telle. C'est-à-dire que j'ai tellement de temps de poser mon idée, de réfléchir pendant que je fais l'œuvre, que les idées se mettent en place pendant la création. Pendant l'exécution. Puis je me dis pas comme « Ah non, ce journal-là, finalement, j'aurais dû l'utiliser de telle façon. » C'est comme si... Ça se modifie aussi. Ça se modifie au fur et à mesure, puis je suis comme en accord pendant la création avec les décisions que je prends, donc j'ai le temps. Puis tu dis que c'est un long processus, ça veut dire quoi exactement? Parce que tu sais, j'ai vu, il existe vraiment plusieurs formats de tes œuvres. Il y a des grandes installations, ça évidemment, une grande installation, ça doit être très long à faire aussi. Mais une œuvre moyenne, c'est combien d'heures environ? Ben, je calcule pas vraiment les heures. Faudrait que je regarde les podcasts puis les trucs que j'ai écoutés pendant ce temps-là. Mais c'est long. Je travaille pas toute la journée. Tu sais, j'ai vraiment des plages d'horaire. Sinon, je pense que je me blesserais la main. Donc, j'essaie de travailler comme une petite plage de 2 heures. Après ça, je vais prendre une marche. Tu sais, j'essaie de comme... Balancer. Balancer, exactement. Donc, je pourrais pas dire exactement le nombre d'heures que je travaille. Ça dépend de la quantité des motifs, la quantité de détails. Bon... Donc, je dirais à peu près, grosso modo, 1 mois de travail pour une œuvre. OK. Ça ressemble à ça. Wow! Oui. Ça me fait penser à mon luthier
mon luthier qui fait des altos, lui, c'est ça, c'est un alto au mois et demi qu'il fabrique. Puis c'est ça, c'est tout le découpage du bois, le sablé, le monter, tout ça. Puis, mais une fois que ton œuvre est dite finie, est-ce que tu as un comité d'amis de sélection extérieur, œil, qui vient observer pour te dire, te donner un petit OK, ou tu y vas vraiment avec ton instinct, avec toi-même, tu fais non, moi je le sais, c'est terminé, on passe à autre chose? Ben moi, je sais que c'est terminé, mais j'ai envie de la présenter à mes amis. Ben oui. C'est comme, je pense que c'est probablement comme ça aussi dans d'autres sortes de métiers, mais c'est super précieux d'avoir un petit cercle autour de soi pour pouvoir justement parler de ce sur quoi on travaille. Tu sais, on fait beaucoup de studio-visites entre artistes pour, ah oui? OK. pour pouvoir justement un peu se challenger, puis pouvoir parler de ce qui nous habite, de ce qui nous inspire, puis échanger comme ça. Donc, on se fait quand même régulièrement des soupers ou d'amis, puis dans des studios, pour pouvoir parler de notre production. Là. Ouais, ça aide. Ça doit aider, puis ça doit être assez intéressant. Mais là, tu disais que tu as été baigné là-dedans très jeune dans le dessin. Il y avait des feuilles de partout, des longues feuilles de papier. Est-ce que durant toute l'évolution justement de l'adolescence, cégep, tout ça, je présume, tu as fait un deck en art plastique ou en théâtre. En théâtre? Oui. Ah, OK, surprenamment, OK. Oui. Mais tu dessinais parallèlement face à ça ou Oui, j'ai continué de dessiner tout le temps. Là. Écoute, quand j'étais petite, je pense que ma mère, c'était une façon pour elle aussi peut-être de gagner du temps, mais tu sais, je finissais mon dessin, j'allais y montrer, puis elle était comme « Ah, t'as oublié un petit coin ici, tu sais, puis tu peux racheter des petites choses, là. » Puis quand je regarde les dessins de mon enfance, ils sont super remplis, là, tu sais, ils sont tellement intenses, puis je suis comme « Mais c'est comme mon travail, tu sais, c'est comme si j'ai appris tôt, j'ai l'impression, à comme garnir, à comme à utiliser tout l'espace. Recouvrir, oui, exactement, utiliser tout l'espace, puis j'ai été vite valorisée par ça, je pense. C'est comme quand t'es bonne en dessin à l'école, tes amis, ils savent, c'est comme c'est ta force, puis c'est quelque chose que je chantais, que j'avais... Ah, puis c'est quelque chose qu'on voit très vite, là, puis ça se détermine, et... Puis c'est vrai que c'est drôle, hein, parce qu'on arrive au secondaire, je me souviens encore, t'es assis, moi j'étais toujours nul en dessin, donc... puis quand t'as ton ami à côté qui, lui, il transforme une page en 5 minutes en un univers, tu fais, OK, il se passe... Il y a des catégories de gens différents par rapport, justement, à cette habilité de passer du temps avec un crayon puis une feuille de papier. C'est ça. Autant qu'un élève qui serait bon, je sais pas, au soccer, on a un sport, c'est comme quand on a une force jeune, on est comme valorisé là-dedans. Fait que j'ai continué là-dedans, puis je pense que le théâtre, c'était comme c'était super le fun aussi, mais je pense que c'était rassurant, comme pour mes parents aussi, peut-être, de pas tout de suite aller dans le milieu des arts visuels, comme d'aller plus vers les lettres. C'est où que tu as fait ton théâtre? À Longueuil. OK. Ouais. Donc, tu as fait ton deck de théâtre, tu as fait te jouer. Donc, c'était... OK, wow. Puis, est-ce que tu as fait des auditions après ton deck, genre pour conservatoire, des trucs comme ça? Non, je suis allée directement en art visuel. Okay. Je sentais que ça me manquait beaucoup, puis que c'est ça, en fait, que j'avais vraiment envie de faire. Puis j'ai poursuivi mes études non-stop, là, on peut dire. J'ai comme pas pris de pause. J'ai enchaîné la maîtrise tout de suite après, puis... OK. Ouais, c'est vraiment mon milieu, là. Je l'avais bien senti. Puis est-ce que le milieu de l'enseignement t'intéresserait un jour? Peut-être quand je vais être plus vieille, ouais. Je pense que j'aimerais ça, avoir quand même une distance d'âge avec mes étudiants. Je pense que en ce moment, enseigner, ça me confronterait beaucoup. C'est comme si je sais pas, je me sens encore vraiment proche de mes études, étrangement, là, même si ça fait déjà... Ça fait combien de temps? Ça fait 8 ans, c'est ça. Ah, OK, quand même. Mais c'est ça, j'ai l'impression que je me sentirais pas le bagage ou l'expérience nécessaire pour accompagner des étudiants. C'est dans le fond, je me sentirais peut-être un peu trop proche d'eux, comme si... Ben oui, je comprends. Non, ça peut être bizarre parfois. Je me demandais, est-ce que tu as des nouveaux... Là, tu disais que tu produis des œuvres en ce moment, des nouvelles œuvres. C'est ça, il y a un peu ça qui se passe. Est-ce que tu as... J'ai cru comprendre que tu avais une grosse installation pour 2023 qui se trame. C'est quoi exactement? Est-ce que tu as le droit d'en parler un peu? Oui. Dans le fond, ce serait ma première exposition solo à New York, à Arsenal Art Contemporain. Hallucinant. Je suis tellement contente. Donc, c'est un beau projet là, qu'on planifie tranquillement. Donc, en collaboration avec qui?
si tu me permets? Ben c'est ça. Dans le fond, moi, je suis représentée par la galerie Bloin Division, mais qui, eux, sont aussi en lien avec Arsenal. Arsenal, OK. Ouais, puis Arsenal à Toronto, mais aussi Arsenal à New York. Oui. Qui vont déménager, en fait, dans un nouvel espace magnifique, là, éventuellement. Donc, wow, OK. C'est ça. Donc, je travaille là-dessus. Il faut planifier ça vraiment d'avance, là, avec le temps que ça me prend pour réaliser les œuvres. Donc, Puis il n'y avait pas de l'art public aussi que tu faisais parallèlement? Oui, exact. J'ai gagné un concours d'art public de la Ville de Montréal, c'est au Parc Laurier. Oui. Donc, ça aussi, c'est nouveau pour moi, là. C'est complètement un autre pan de ma démarche. Mais ça va être quelque chose qui va ressembler un peu à ce que tu fais, je présume, ou pas du tout? Puis avec du matériel, c'est quoi? Ça va être quel matériel dans ce cas-ci? Parce que c'est public, donc il faut que ce soit de l'acier ou je sais pas trop. C'est là tout l'enjeu, là, de produire une œuvre qui est pérenne, tu sais, puis qui est aussi monumentale. Donc, ça va être en aluminium découpé au laser, mais la facture visuelle va quand même ressembler à mon travail dans la mesure où ça va quand même être une espèce de dentelle d'aluminium. Wow. Mais ça va être beaucoup plus sculptural, donc on est en production pour ça. Là. Est-ce qu'on peut dire déjà dans quel coin du Parc Laurier, ça en tête? Ça va être juste à l'intersection des rues Saint-Grégoire et Christophe Colomb. OK. Donc, ils ont tous réaménagé la piste cyclable. Là. Oui, ça, je me souviens. Oui. C'est ça. de rendre le lieu un peu plus accueillant de ce côté-là du parc. Là. OK, donc on parle de nord-est un peu. Oui. Au côté nord-est du parc. Wow, excellent. C'est cool. C'est un beau défi aussi. C'est t'as dû passer un peu beaucoup de temps dans le parc à essayer de voir la lumière, imaginer les angles. Sais-tu, c'est drôle parce que quand j'ai pensé ce projet-là, j'étais à New York, justement. Puis, il a comme fallu que je me base sur les souvenirs que j'ai du parc. C'est un parc où mes grands-parents habitaient très proches, où j'allais avec mes parents. J'habite proche du parc aussi. Donc, c'est ça. J'ai comme tout imaginé cette œuvre-là quand j'étais à New York. Puis je me suis beaucoup inspirée de l'architecture art déco, des motifs que je voyais dans les bâtiments là-bas, des fontaines qu'il y a dans les parcs à New York. C'est vrai, parce est-ce qu'il y aura une fontaine proche de ton œuvre? Non, en fait, mes œuvres sont des fontaines. Ah, OK, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est vrai. Le pire, c'est que c'est vrai. Et pour ce qui est d'une exposition, là, c'est ça, tu as l'exposition de l'Arsenal que tu travailles, qui va être une installation en soi, c'est ça, là? Non. J'ai pas encore déterminé s'il va y avoir une installation ou si ça va être juste des œuvres qui vont être encadrées et installées dans l'espace. Donc ça, c'est pour en 2023. Mais plus récemment, est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut suivre? Oui, en fait, en novembre cette année, il va y avoir une exposition chez Bloin Division. Donc, ça, c'est sur quoi je travaille en ce moment. Là. Tout du nouveau matériel. Tout du nouveau matériel. Qui sera présenté. Exactement. Puis, il y a aussi une édition de la Foire papier, je pense, en août cette année. Donc, là aussi, on devrait pouvoir voir mon travail. Ah, excellent. Bon, alors, c'est l'heure de la prescription. OK, Myriam, je te laisse la parole. D'habitude, souvent, je demande aux gens de mener 3 prescriptions, mais si tu as envie de déborder un peu, tu as absolument le droit. Super. Parce que, j'ai trouvé ça difficile de me limiter à 3 prescriptions. J'en ai beaucoup. C'est bon. Là, ben justement, c'est drôle parce qu'on fait l'interview à l'UQAM, puis ça me rend un peu nostalgique, puis ça a un peu rapport avec ma première prescription, parce que c'est L'art et la matière, en fait. C'est une émission sur France Culture qu'on peut écouter, que j'écoute beaucoup pendant que je travaille, quand je suis un petit peu nostalgique de mes cours à l'université. Donc, ça nous fait découvrir, en fait, ou redécouvrir des chefs-d'œuvre, des très grands chefs-d'œuvre de l'histoire. Puis, donc, c'est un podcast? C'est un podcast, mais il invite aussi des artistes actuels
ou des spécialistes en art pour commenter des œuvres qui sont encore, en fait, d'actualité, qui font encore du sens aujourd'hui, puis ils nous expliquent comment et pourquoi. Donc, c'est super bien fait, c'est super intéressant. Il y a beaucoup d'émissions, beaucoup de choix. Donc, C'est quand même un court format ou... c'est une bonne heure, en fait. OK, Ouais, pour ouais. passer à travers une œuvre ou l'œuvre d'une personne? Les deux. Ça dépend? C'est super OK. varié. Ça peut être comme les drapés dans tel type de peinture en particulier, ou ça peut être sur Georgia O'Keeffe. Ça peut être... C'est super varié. C'est vraiment intéressant. Il y en a comme pour tous les goûts, là. Ouais, et ça, c'est disponible, je présume, sur toutes les plateformes, iTunes... Probablement, mais moi, je vais directement sur France Culture, sur leur site internet. sur le site Ouais. de France Culture, puis on peut trouver ça facilement. Ouais. Excellent. À mon tour, moi, j'ai décidé d'aller avec une prescription qui s'adressait à toi, en fait, parce que je me suis imaginé, toi, en train de travailler dans ton studio. Je me suis dit, peut-être un peu de musique. Je sais pas si tu écoutes de la musique des fois, pour faire changement. Des podcasts. Mais donc, moi, dans mon cas, c'est un album qui est sorti il y a 2 ans. Et il m'était passé un peu sous le nez. Et c'est Fiona Apple, Fletch the Bolt Cutters. Cette chère Fiona Apple, que j'aime, des fois que j'aime pas. Ça dépend, ça varie de projet en projet. Je l'ai vu en concert, c'était semi-agréable. Ah ouais? Ouais, et après, elle a disparu pendant une longue période. Et là, elle est arrivée avec cet album, Fetch the Bolt Cutters. Et elle a fait une expérimentation. Elle est très ouverte sur ses états d'âme, mais aussi sur sa santé mentale qui est très fragile. Elle est bipolaire, trouble de personnalité. Elle en parle en entrevue, ça, il n'y a aucun problème. Puis elle a fait une expérimentation un peu étrange dans laquelle elle disait que des fois, elle arrêtait de prendre un peu sa médication, ou des fois, elle le reprenait, tout ça. Puis dans ces variantes d'état-là, elle s'est mise à écrire cet album-là tranquillement de sa maison, de studio maison. Ce qu'on entend, c'est une grande musicienne qui est capable de faire des arrangements hallucinants. Elle va avec la voix dans des zones qui n'étaient pas allées auparavant, mais aussi dans l'écriture. Pour moi, j'avais beaucoup d'attachement, puis c'est sentimental. Je la suivais quand j'étais adolescent, puis je trouvais qu'elle faisait un excellent travail. Mais pour moi, Fetch the Bolt Cutters, c'est probablement son meilleur album à date, qui est le plus organisé, le plus senti et le plus touchant. Donc, et moi, ça avait été un coup de gueule assez fort quand je l'avais entendu. Ça fait 1 an qu'il me suit une fois de temps en temps, 1 fois ou 2 semaines, je le ressors pour me le remettre dans les oreilles, pour me rappeler qu'il y a des belles choses comme ça qui existent. Donc, Fiona Apple. Wow, voilà. Super, merci. Ça fait plaisir. Belle recommandation, je vais aller voir ça. Écouter ça, en fait. Ben ouais. Ma deuxième... ouais. J'ai de la misère à choisir, là. Je vais déborder, c'est sûr. C'est bon. C'est un documentaire sur Piet Oudloff. Ça s'appelle Five Seasons. C'est un concepteur de jardin, en fait, néerlandais, qui a eu beaucoup d'influence, puis qui a encore beaucoup d'influence. C'est lui qui a fait la High Line à New York. OK. Donc, c'est super intéressant. C'est un documentaire qui fait du bien. C'est super contemplatif. La musique est tellement belle. Puis c'est... Il est encore vivant? Il est encore vivant. OK. Il fait encore des jardins. Bon, c'est sûr que c'est pour des espaces très, très privilégiés, là, mais Oui. on y a accès. En fait, on peut aller les visiter, là, quelques-uns d'entre eux. Puis c'est tellement impressionnant, sa façon de travailler. On voit les dessins qui sont en fait des œuvres d'art, là. C'est sketch pour faire ces dessins. Qui est du travail d'architecture, littéralement. De travail de paysagiste incroyable. Puis il travaille avec toutes sortes de crayons de couleurs, qui fait des spots pour tel type de fleurs, tel type d'arrangements floraux. Il fait des compositions magnifiques, là. Donc c'est très, très, très beau visuellement. Puis il nous explique en fait comment le jardin se transforme de saison en saison, comment on peut l'apprécier autant en hiver qu'au printemps, comment il construit en fait ces espaces-là pour que les plantes poussent les unes après les autres, puis qu'on puisse vivre une expérience sensorielle en parcourant le jardin par les odeurs, les couleurs, la lumière qui change. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait du bien, en fait. Tu disais tantôt que tu étais une tripeuse de marche. Tu marches, tu vas prendre des marches. Donc, tu dois aimer les parcs et les jardins, ces lieux-là. Oui, en fait, ça va être le sujet de ma prochaine exposition. Donc, ah oui? Oui, c'est vraiment un sujet que j'apprécie particulièrement, qui me touche beaucoup. Puis,
c'est vrai que je marche souvent, puis c'est souvent pendant que je marche, en fait, que j'ai les meilleures idées. Donc, Ouais. ouais, c'est quelque Les chose. jardins vont être seront présents dans les prochaines œuvres. Exactement. T'as vraiment une vibe, il faut que je le dise vraiment cru comme ça, t'as vraiment une vibe de renaissance. C'est vraiment, mais c'est vrai, mais renaissance moderne, mais et du passé aussi, dans l'espèce d'esthétique du bon temps, du beau temps, et puis justement de cette espèce d'enrichir un fait de souligner la beauté. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment présent en toi. Je sais pas, tu dois regarder un peu des livres de Renaissance, ou tu as dû étudier ça, ou tu as dû un peu admirer ça, parce que je trouve que c'est vraiment présent dans ta signature. Ouais, ben j'ai pris un cours justement à l'UDM sur les jardins renaissants. OK. Ouais, avec Denis Ribouillot, qui est un super chercheur sur les jardins italiens. C'est comme, oui, c'est un sujet qui m'habite. Ah oui, qui ben m'habite beaucoup. les jardins italiens, on pourrait en parler longtemps, là, c'est tellement incroyable. Moi, je continue encore avec la musique, cette fois-ci. Parce que, bon, oui, c'est ça, je me suis dit, regarde, il faut qu'elle ait un peu de son à se mettre dans les oreilles. Donc, j'y vais avec James Blake, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce James. Je sais pas si tu t'as suivi un peu tous ses disques, et quand même, peut-être. La plupart, oui, c'est un artiste que j'apprécie beaucoup, que Mais j'écoute. son tout dernier, Friends That Break Your Heart, qui est sorti, qui est vraiment un beau disque, qui est encore intéressant parce que dans son cas, oui, il y a encore sa signature. C'est toujours le fun des artistes comme ça, les jeunes artistes. Et lui, il a établi une signature très, très jeune avec son premier disque qui s'appelait James Blake, qui était éponyme. Et après, il a commencé à mettre d'autres couches, d'autres sonorités. Il a essayé par moments d'avoir des collaborations. Avant, il n'y avait pas de collaboration. Là, il a commencé à avoir plus de collaborations. Dans celui-ci, il y en a beaucoup. Un peu plus hip-hop, trip-hop par moment. Ça va dans d'autres esthétiques, mais il y a quand même le mélo qui est encore présent, il y a encore le cœur lourd, la tristesse, mais il y a un petit sourire en coin qui fait du bien. Moi, je l'ai beaucoup aimé et c'était sorti il y a déjà maintenant, je pense, 4 ou 5 mois. James Blake, Friends That Break Your Heart. Super. Ma dernière prescription. Ou avant-dernière, tiens. Avant-dernière? Ouais. OK, super. Donc, ce serait, je sais pas si tu connais la galerie Projet Pangé. Non, pas du tout. Ah, il faut vraiment aller voir ça. C'est quand même un endroit particulier parce que c'est situé dans une ancienne ambassade. En fait, c'est sur l'avenue des Pins. Avenue des Pins et quoi? Oh mon Dieu, je pourrais pas te dire. C'est proche. Justement, en fait, on va faire 2 prescriptions en une. OK. Si vous allez dans ce coin-là, profitez-en pour prendre une marche parce que c'est comme incroyable, les maisons. Là. C'est juste en diagonale de la maison de Pierre-Éliott Trudeau, l'ancienne maison de Pierre-Éliott Trudeau, OK. qui est magnifique. C'est comme un document classé, un monument historique. Là. OK. Donc, faudrait aller voir. C'est sur Avenue des Pins. Oui. Mais plus près de la montagne, on continue. Exactement. OK. Exactement. Passer McTavish, le réservoir McTavish. Oui, moi, je suis allée à pied puis j'avais montré la rue Redpath. OK, Ouais. parfait. Je vois dans quel coin. Marches, Exactement. OK, mais dans ce coin-là, il y a une galerie dans ce coin-là? Il y a une galerie dans ce coin-là. Avant, c'était situé au Belgo, sur Sainte-Catherine. Puis ils ont déménagé dans cette espèce de bâtiment vraiment atypique qui était une ancienne ambassade. Donc, c'est super particulier. Mais c'est pas tant annoncé, quand même. Non, c'est nouveau. Ben, ça commence à être... C'est quand même une galerie qui fait des expositions, justement, parce que c'est l'artiste dont je vais vous parler, on est comme super chanceux de l'avoir. OK. Une artiste incroyable là, qui vient de Toronto, qui fait des œuvres extraordinairement... encore une fois, quelque chose qui fait très, très... qui fait du bien. Tu sais, on va là, puis on se sent bien. Ça fait comme... Ça règle la journée. Là. C'est des œuvres qui sont super contemplatives. L'artiste s'appelle Darby Milbrat. OK. Et puis, elle s'inspire justement beaucoup de la musique pour travailler. On voit que ses œuvres sont remplies de mouvements. C'est des couleurs qui sont comme très, très chatoyantes. C'est les œuvres qui sont exposées dans l'exposition en ce moment. C'est une production qu'elle a faite quand elle était en Espagne lors d'une résidence d'artiste. Donc, c'est gorgé de soleil. C'est des œuvres qu'elle peint assez rapidement. Donc, c'est drôle parce que c'est complètement en contraste avec ma façon de travailler, sauf que c'est quand même extrêmement contemplatif comme œuvre. Okay. C'est très doux en même temps. C'est très flottant. Des univers un peu... oniriques qui font appel à la mémoire. Donc, c'est vraiment une super belle exposition, vraiment généreuse. J'ai trouvé des gros formats qui sont comme... On a envie de rentrer là, dans l'œuvre, carrément. C'est surtout des toiles, c'est surtout de la peinture. De la peinture, okay. Exactement. Okay. Ouais. Wow, puis c'est une artiste qui était une ancienne danseuse contemporaine, donc
Il y a comme une espèce d'univers très, très dans le mouvement. Là. Dans le geste. Dans le geste, exactement. Oui. Ouais. OK. Wow. Et t'en avais une dernière aussi? Oui, ben en fin de semaine, je suis allée au Musée des Beaux-Arts. L'exposition de Nicolas Party est extraordinaire, mais aussi, surtout, ils ont réouvert la section des arts décoratifs qui est comme magnifique. Donc, je recommande à tout le monde de passer par la section des arts décoratifs. C'est ça, je suis allé voir l'exposition de Nicolas Party, mais je suis pas allé voir ça. Donc, ça va me donner une raison de plus pour y retourner. Écoute, c'est drôle, pour conclure, la dernière fois avec Caroline Monet, on s'était mis à parler de NFT par plaisir. Comment tu trouves? Est-ce que tu lis un peu là-dessus? Est-ce que tu regardes ça? Ou c'est quelque chose que, tout ce qui est art numérique, tu préfères ne pas y penser ou regarder? C'est tellement loin de ma pratique, là. Je sais. C'est tellement loin. Je comprends pourquoi ça existe. Bien sûr là, qu'il y a toutes sortes de potentialités, que ça permet beaucoup d'autres choses, mais c'est vraiment pas un type d'art qui me parle, je te dirais. Je suis tellement loin de ça. En fait, sûrement qu'il faudrait que je me documente ou que je lise un peu plus pour comprendre. Peut-être pas. Non, t'es pas obligé. Mais moi, j'ai essayé. Écoute, moi, je suis bon joueur. J'ai regardé, j'ai lu. J'ai essayé de comprendre. Puis, je peux, encore un peu comme toi, tu sais, je comprends que ça existe, je comprends qu'il y a un buzz, je comprends qu'il y a des gens qui vont vers ça et qui se jettent ces trucs-là, puis que ça devient une monnaie. Mais il y a comme... Et déjà, en ce moment, là, aujourd'hui, là, je sais pas quelle date qu'on est, là, mais on est la fin mars 2022, il y a déjà différents types d'acheteurs de NFT. Il y a les NFT, les gens qui veulent faire un coup d'argent, tout ça. Mais il y a les collectionneurs qui aiment vraiment ça, qui vivent dans le metaverse, qui s'achètent des maisons. Les gens achètent, parce qu'il y a des gens en ce moment qui ont pas assez d'argent pour s'acheter une maison. Ils achètent une maison sur le web digital. Mais quand on achète une maison digitale, il faut la décorer, cette maison. Il faut avoir des tableaux. Et là, ils achètent des tableaux, c'est les NFT-là, et ça devient leur maison. Donc, les gens peuvent... Après, ils invitent les gens à venir visiter leur maison digitale. Et ça devient cet univers-là. Donc, c'est fou, mais c'est ça. Et là, ce marché-là, des gens vont faire « Ah, viens voir tel tableau. » Oui, j'ai acheté ce tableau-là original dans ma maison virtuelle. Donc, on s'en va aussi... parallèlement, il y a cet univers-là qui existe en art. Oui. Ce qui est quand même... C'est vraiment moi, je trouve ça fascinant, incroyable et un peu terrifiant en même temps. J'ai comme des drôles d'émotions par rapport à ça. Plus du côté terrifiant, je te dirais. Oui, c'est ça, mais à la place, moi, je conseillerais de faire un peu comme Myriam et de passer du temps avec des crayons, un X-Acto et du papier, de voir qu'est-ce qui se passe avec ça, et avant tout. Myriam, c'est vraiment un honneur d'avoir passé du temps avec toi et de te connaître un peu mieux. Et au plaisir de se recroiser. Au plaisir. Bye. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crab. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.